dramaturgie espagnole dans sa globalité, qui est d'une richesse peu commune par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui les dramaturgies francophones ou germanophones, et donc qui nous a semblé très nécessaire de faire connaître les écritures pour la scène, donc pour le théâtre, d'une part qui ne soit pas Angélica et Rodrigo, mais d'autre part de faire connaître la diversité de ce qu'on appelle les formes dramaturgiques, donc de un peu mettre de côté le post-dramatique comme unique possibilité d'écrire le théâtre aujourd'hui, et de faire connaître tout simplement en langue française toutes les écritures, enfin toutes non, certaines écritures qui nous semblent emblématiques de l'actualité espagnole. Actualité édition donc est dédiée au territoire hispanophone, avec une collection par pays. C'est le projet aussi de distinguer ce qu'est l'écriture espagnole de l'écriture mexicaine, uruguayenne, etc. Chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en France. On fait l'amalgame par la langue espagnole, qui est un petit peu un abus de pouvoir, on dirait, et il me semble vraiment important de distinguer quant à la diffusion des écritures de chacun de ces pays, simplement parce qu'ils ont des histoires politiques différentes, des relations au théâtre aussi différentes, avec une grande porosité et une grande proximité esthétique, évidemment, mais il me semblait que c'était important de mettre en perspective l'histoire de ces écritures différemment selon les pays. On a une toute petite maison, bien que l'on ait produit beaucoup, et par conséquent, pour le moment, ce n'est que la collection espagnole qui a vu le jour, qui s'appelle Les Incorrigibles, et donc les autres collections verront le jour en principe 2019 pour ce qui concerne le Mexique et l'Uruguay. Voilà. Après, ce sont des textes qui, pour la plupart, n'ont pas été créés en France. C'est-à-dire qu'aussi en France, ça change, ça a changé, et pas uniquement, mais beaucoup de maisons publient des traductions qui sont souvent assujetties à la production, en tout cas pour ce qui concerne le domaine hispanophone. Théâtral, il est vrai, on fait un travail de répertoire dramaturgique. Chez Théâtral, il n'y a pas forcément de production théâtrale à la clé, mais pour autant, chaque fois que j'ai eu envoyé des traductions, on m'a répondu à peu près partout, non, c'est pas produit, donc on ne peut pas le publier. Oui. Donc ça veut dire que, pas seulement d'un point de vue économique, mais esthétique, la validation d'une écriture aujourd'hui et d'une traduction est assujettie au schéma de production, mais aussi à la performativité, la performance du texte traduit, chose à laquelle, en tout cas en tant que traducteur et metteur en scène, je m'oppose assez radicalement et frontalement, puisque pour ma part, je ne traduis pas depuis le plateau et le dire du comédien, mais depuis un espace littéraire qu'est l'écriture dramaturgique, on va dire, d'aujourd'hui. Donc c'est un projet que je mène depuis que je suis rentré en France, depuis 2000, avec toutes ces vicissitudes, et l'idée était au début de coéditer avec les maisons d'édition existantes, parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons d'édition théâtre en France, et on n'a jamais réussi à provoquer cet espace nécessaire pour faire connaître l'ensemble de ces écritures. Donc il y a 3 ans, j'ai dit, on va le faire nous. Voilà. Donc nous sommes là, avec Actualité Édition, pour aussi, si ce n'est revendiquer, réhabiliter un petit peu, alors c'est peut-être moins juste, on va dire, à l'université, où on lit quand même, je crois, un peu plus qu'ailleurs, mais de réhabiliter la lecture de théâtre, et de pas seulement considérer qu'un texte de théâtre n'est valable, entre guillemets, que dès l'instant où il est sur le plateau. Donc il faut faire exister les livres en amont, on va dire, de toute la chaîne, qu'elle soit économique ou sociale. Donc c'est un projet qui est aidé aussi par les institutions, enfin une institution espagnole, qui est la Fondation des auteurs, la SACD espagnole, on va dire. On n'a pas d'appui d'une autre nature. C'est aussi la condition de la liberté, en tout cas pour lancer le projet. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que les institutions françaises décident, ou codécide même du théâtre, en tout cas de ces écritures-là, dans le paysage français. Et donc ça nous a donné une grande liberté que de travailler avec des institutions issues des territoires sources, qui pour autant ne sont pas commanditaires et ne sont jamais intervenues, en l'occurrence, sur les choix éditoriaux qui ont été faits à ce jour. Et c'est d'une grande clarté et d'une grande simplicité en même temps. Donc c'est la Fondation SGAI qui nous a permis de produire une partie de tout cela. Le reste, c'est surtout du désir et de l'énergie et une conviction profonde que c'est cela qu'il faut faire et pas autre chose. Donc c'est aussi une sorte de folie littéraire. Et on entend non pas être fou, mais continuer de se nourrir de ce projet, de la sorte. Donc j'ai rencontré Marion il y a plusieurs années à Madrid, et ce compagnonnage, on va le dire comme ça aussi, entre traducteurs, s'est créé au fil du temps grâce à tous les échanges qu'on a pu avoir sur la nécessité de traduire de là où on est chacun d'entre nous. Et là je rentre un peu plus dans le vif du sujet.
Marion parlera de son travail, mais Marion est davantage orientée sur des écritures dites de plateau, auteurs dits de plateau, etc., etc. Je laisserai, auteur en scène, pardon. Je laisserai Marion parler de tout cela. Et moi, étant plutôt enclin à défendre l'écriture, donc depuis, non pas forcément la forme dramatique, mais depuis l'écriture même, un peu en marge du plateau, on va le dire comme ça. Même si ce clivage aujourd'hui n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que c'est un clivage esthétique qui a servi à la production simplement au début du siècle, on va dire ça comme ça, ou à la fin du précédent, et qu'aujourd'hui ce clivage esthétique ne nous semble pas, du point de vue de l'écriture dramaturgique, juste, en tout cas pas réel. Donc, mais bon, on continue de l'utiliser comme un critère de travail. Sur la sélection des textes, alors je vais quand même parler de l'Espagne un tout petit peu, 5 minutes. Pourquoi le siècle d'or ou le renouveau du siècle d'or aujourd'hui en Espagne, qui en fin de compte n'est pas un renouveau d'aujourd'hui. C'est un renouveau qui est en marche depuis depuis les années 90, depuis la transition démocratique, où, comme je disais cet après-midi au Cervantes, certes, il y a une grande tradition de l'écriture, mais comme dans tous les pays, je crois, européens, mais la différence, c'est que l'Espagne, après le franquisme, met en place, pour des nécessités vitales et politiques et surtout démocratiques, des ateliers autour de l'écriture, des ateliers d'écriture pour les auteurs de théâtre, au théâtre même. Alors, aujourd'hui, en 2018, ça paraît un peu, ok, ça on sait faire, on a fait déjà. En 1990, c'était des folies un peu collectives, folies au sens où on regroupait 4 ou 5 ou 10 auteurs dans un théâtre, et on leur proposait, si ce n'est d'échanger, de travailler ensemble sur l'écriture, pour renouveler l'origine, entre guillemets, de la parole du poète au théâtre. Et un peu aussi casser la figure des auteurs dits d'État, qui étaient les auteurs habilités, on va dire, par le système franquiste à écrire pour le théâtre, et qui étaient uniques, j'allais dire, et rien d'autre ne pouvait exister autour de cela. Et donc il y a ce contexte très vital à la démocratie espagnole dans les années 90 qui se met en place, et donc l'écriture se développe, vraiment se développe comme, si ce n'est un outil démocratique, un tissu démocratique. Ça, nous, on ne peut pas parler comme ça de l'écriture française, je ne crois pas en tout cas de ces dernières années, même si après, ponctuellement, il y a des aventures collectives. Mais il n'y a pas eu d'impulsion, on va dire, depuis l'État, depuis la collectivité de l'écriture de façon emblématique. Non. Donc ça, c'est les années 90, donc c'est quand même, il n'y a pas très longtemps, et en même temps, si, ça fait très longtemps, les années 90. Et donc les auteurs aujourd'hui du XXIe siècle, qui sont jeunes ou moins jeunes, c'est pas une question générationnelle du tout, mais sont issus de cette pratique-là des années 90. Et pour ma part, il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'Espagne connaît un renouveau et un foisonnement d'écritures extrêmement divers, mais vraiment très divers, parce que justement pas assujettis à une unité de production, forcément en tout cas, et parce que c'est issu de ces collectivités, de ces collectifs. Donc il y a une logique historique qu'on ne peut pas ne pas en tout cas mentionner. Je ne vais pas en faire un objet d'étude forcément du tout, mais cette perspective me semble importante. Et elle me semble d'autant plus importante qu'écrire, ça ne tombe pas du ciel, et c'est pas depuis 3 ans que soudainement on se met à écrire en Espagne comme ça, avec véhémence et profusion, etc., etc. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc quand je suis rentré en France, j'avais ça dans la besace aussi. C'est-à-dire qu'il il s'agit de faire connaître un auteur, une autrice, certes, et des textes précis, dont nous parlerons là, mais c'est aussi de faire entendre et de présenter cette mosaïque historique et dramaturgique. Parce que ces textes entre eux, si ce n'est ces auteurs, ne se connaissent pas forcément, mais en revanche, beaucoup se connaissent quand même, mais en revanche, les textes peuvent dialoguer entre eux. C'est-à-dire que si on présente chacun de ces textes, on peut les présenter comme des unités tout à fait autonomes, il n'y a aucun problème. Mais on peut aussi décider, dans la réception qu'est la nôtre en France, en l'occurrence, les mettre en regard et les faire dialoguer, si ce n'est pour des raisons thématiques, surtout des raisons dramaturgiques. Donc effectivement formelles aussi quant à l'écriture et de dispositif. Et il nous semble que c'est là qu'il y a un projet qui est un petit peu différent de ce que serait un simple, entre guillemets, projet éditorial, qui n'est déjà pas rien, ce ne serait pas rien. Et donc il y a ces différentes couches, on va dire, dans le projet, et c'est cela qu'on essaie de présenter de façon systématique, parce que c'est pas de l'import-export, tout ça. Il ne s'agit pas de ramener des produits textuels et de les vendre à droite, à gauche. Il s'agit d'un projet global qui inscrit chacun des auteurs et des autrices dans cet ensemble, on va dire. Voilà. Donc, ça c'est un peu pour ce qui concerne le travail, la position, on va dire, d'ensemble.
Sur la diversité dramaturgique, quand même, c'est important, je crois, de parler de ça, puisque jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'il y a peu, si on n'écrivait pas du théâtre dit post-dramatique, hein, j'utilise des notions qui ne sont pas les miennes et que je ne partage pas forcément, mais en tout cas, c'est ce qu'on utilisait. L'écriture était quand même beaucoup dévalorisée. Donc, l'espace de l'écriture était... non, écoute, un auteur dramatique, je pense à Alberto Conejero, qui écrit vraiment depuis un format, on va dire, dramatique, au sens aristotélicien du terme, ou Juan Mayorga, quand j'ai amené Juan Mayorga, pour citer quelqu'un qu'on connaît, j'imagine, un peu ici, on me dit non, mais ça c'est quand même très classique, ces formes dramatiques, là, c'est vraiment du théâtre dramatique, et on ne peut pas en France écouter du théâtre dramatique. Alors j'extrapole, hein, j'exagère et je souligne volontairement, mais n'empêche que ça a été quand même les arguments que j'ai entendus longtemps. Et donc, il m'a semblé important de faire entendre tous ces auteurs depuis, non pas forcément leur forme dramaturgique, mais ce qui fait la poésie de l'écriture de chacun et de chacune dans ces textes-là. Donc, plutôt de ce qu'on appellerait des poètes de la scène, sans abus de langage, parce que chacun de ces auteurs ici présents sont des poètes, avant d'être peut-être des auteurs de théâtre, qui manient les rudiments de la scène et de la dramaturgie, me semble-t-il, remarquablement bien, mais ce sont des langues qu'on traduit, et non pas une langue espagnole. C'est-à-dire chaque auteur est une langue en soi, en tout cas dans cette aventure. Donc forcément, ça crée le cœur du projet est celui de la traduction. La traduction, ce n'est pas traduire la dramaturgie comme telle, c'est un peu technique, et ça demande une connaissance précise, une forme, mais traduire une langue, c'est surtout un exercice poétique, et de ce point de vue-là, les traducteurs et les traductrices, alors à ce jour, il y a Marion, cousin, Françoise Tanas, qui n'est pas là ce soir, qui est plutôt connu pour le théâtre argentin, mais qui traduit aussi des auteurs espagnols, et moi-même. Et progressivement, on espère accueillir et travailler avec des traducteurs et des traductrices qui travaillent depuis ce qu'on appelle communément la rencontre amoureuse ou pas avec les auteurs, mais avec leur langue, et qui est vraiment un exercice poétique là. Et donc là, c'est aussi une affaire de subjectivité. On est dans un espace extrêmement subjectif et qu'on entend défendre et revendiquer comme tel. Il n'y a pas de vérité absolue là derrière, loin de là. Donc, fort de ces éléments qui marquent un peu, qui cadrent, on va dire, l'ensemble du projet, je vous propose peut-être, tu veux peut-être maintenant parler de... Marion donc travaille davantage sur des auteurs dits en scène, c'est aussi son travail de thèse il y a quelques années ici. Quand je dis que je voulais faire entendre des auteurs dits dramatiques et pas seulement post-dramatiques ou adramatiques, et que je rencontre Marion, je me dis tiens, il y a quand même quelque chose là de vraiment intéressant sur ces auteurs que Marion accompagne et traduit, qui sont donc des auteurs qui écrivent à partir de la scène du plateau, on va dire ça comme ça, ou avec le plateau, plus directement en lien avec le plateau. Et donc le piège aurait été de dire ah bah non, puisque nous on défend justement ce qui ne serait pas post-dramatique, ceux-là ils n'ont pas leur place à la maison. Et donc l'enjeu a été vraiment de non pas de les intégrer puisqu'ils ont une place naturelle, mais de les mettre en regard avec les autres auteurs qu'on peut présenter et dont nous parlerons un petit peu après. On ne va pas présenter tous les auteurs un par un parce que ce serait un catalogue très, très, très lourd, mais pour autant peut-être que Marion pourrait justement nous raconter ce que c'est que de traduire des auteurs en scène, enfin appelés en scène, et ce que c'est que de traduire ces écritures-là, et puis peut-être présenter quelques-uns ou quelques-unes. Je vois. Oui, d'accord, avec plaisir. Voilà. Oui, David rappelait qu'effectivement c'était dans la continuité de la thèse que j'ai faite ici à Paris 3 que je me suis mise à traduire ces auteurs. Que j'appelle auteur en scène parce que le terme écrivain de plateau, cette définition, elle est lisible dans l'introduction de ma thèse qui doit être là-bas derrière, parce que les écrivains de plateau, c'est une appellation qui entre autres, qui n'a pas vraiment été définie sinon par Bruno Takels, qui englobait toute une série de praticiens qui finalement, avec des pratiques tout à fait différentes les uns des autres, et qui avaient en commun d'écrire sur le plateau, mais certains produisaient des textes comme Rodrigo Garcia, d'autres non, comme Romeo Castellucci, et certains étaient des metteurs en scène qui travaillaient à partir de textes écrits par d'autres, comme Vassiliev. Donc le terme d'écrivain de plateau ne me convenait pas au moment où j'ai fait ma thèse pour désigner la pratique qui, moi, m'intéressait, qui était la pratique de
d'auteurs qui sont metteurs en scène, qui sont auteurs quand ils mettent en scène, metteurs en scène quand ils écrivent, et qui ne dissocient pas les deux temps, qui ne dissocient pas ces deux pratiques comme étant deux temps distincts de la pratique théâtrale, qui écrivent vraiment, alors littéralement sur le plateau, pas forcément, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais qui écrivent avec pour données essentielles l'acteur, le corps de l'acteur, l'espace dans lequel il travaille, les conditions, le rapport scène-salle dans lequel il travaille, le temps dans lequel il travaille, et donc ma thèse portait sur la pratique de ces auteurs en scène-là, et sur les conséquences qu'a cette pratique sur la dramaturgie elle-même, et comment les différentes catégories dramaturgiques sont conditionnées par le fait d'écrire de cette façon-là, dans ce temps-là, avec ces corps-là, avec ces acteurs-là. Et déjà dans ma thèse, j'avais choisi de ne pas entrer trop dans la fabrique du théâtre, de ne pas assister aux répétitions, de me contenter de quelques entretiens avec les auteurs, et vraiment d'essayer de comprendre la pratique depuis le texte, parce que ces auteurs en scène-là, donc sur lesquels je travaille, je travaille toujours finalement, sont des auteurs qui tous ont choisi de ne pas faire du texte le point de départ de la création théâtrale. La création théâtrale ne part pas du texte, la création théâtrale part d'une idée ou d'un groupe de personnes, par plus d'un contexte que d'un texte. Par contre, la création théâtrale débouche sur un texte qui le plus souvent va être publié, ou en tout cas qui a vocation à être rendu public. S'il n'est pas publié, c'est à cause de contraintes économiques, mais qui a vocation à être rendu public, et donc vocation à être édité dans le meilleur des cas, et pourquoi pas mise en scène par d'autres metteurs en scène qui pourraient avoir envie de mettre un texte. Je travaillais à l'époque sur Angelica Lidl, Rodrigo Garcia, Jan Lowers et Joël Pomera, et donc des metteurs en scène qui leur succéderaient, qui auraient envie de mettre en scène leurs textes, même si ces textes ont été mis en scène par leurs auteurs, et mis en scène de façon souvent très impressionnante, pour ce qui est le cas de tous ces exemples-là. Et donc j'avais choisi de travailler à partir du texte et d'étudier vraiment le texte. Et en fait, maintenant, on me posait beaucoup à l'époque de la thèse la question du devenir scénique, comme si finalement on pensait, je pense, en me posant cette question-là, et puis moi je le pensais sans doute en tâchant d'y trouver une réponse, que la question du devenir scénique était cruciale en fait. Peut-on mettre en scène ces textes-là ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ce serait pas rêver le rêve d'un autre ? Est-ce que ces textes, ou alors est-ce que ces textes ont un intérêt quand on les extrait de la mise en scène? Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça tient tout seul? C'est le mot que j'ai employé. C'est la question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que ces textes tiennent tout seuls? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils sont aptes à convoquer un autre imaginaire, quoi? Enfin, je pense que les gens qui me posaient cette question-là, je ne la posais pas forcément dans ces termes. Sinon, tout texte aussi lacunaire qu'il soit est apte à convoquer un imaginaire. Et j'ai même tendance à penser que plus il est lacunaire, plus il est ouvert à la création d'un nouvel imaginaire. Et donc, finalement, en terminant ma thèse, je me suis rendu compte que ces textes-là, oui, il y avait une urgence à les publier, il y avait une urgence à les traduire quand ils ne l'étaient pas, parce que c'était un matériau très intéressant pour une création théâtrale. C'était un matériau très excitant pour le lecteur, et ce n'est pas parce que leurs auteurs avaient choisi de ne pas partir d'un texte que c'est forcément, certes ça semble paradoxal de rejeter le texte comme point de départ
et de produire un texte au final. Ça semble paradoxal de faire comme Rodrigo Garcia et de parler de ces textes en termes de restes, de détritus, etc. Mais au final, il y a quand même un texte qui est là, qui est la trace d'une création scénique, mais qui est aussi le point de départ à une autre création. Et donc, quand moi, j'ai commencé à traduire ces auteurs-là parce que j'avais envie de contribuer à leur venue en France, puisque comme disait David, autant du point de vue de l'édition que du point de vue de la scène, finalement, des compagnies espagnoles, on en connaît 3 maintenant en France, qui tournent vraiment. Et donc j'avais envie, par la traduction, de contribuer à leur venue en France, à les faire connaître. Et quand David a accueilli ma proposition de publier ces textes-là, aussi lacunaires soient-ils, aussi décriés en fait soient-ils, c'était vraiment un soulagement et un bonheur. Et au début, et puis maintenant c'est une excitation énorme parce que je me rends compte, notamment avec les lectures qu'il y a eu au Théâtre 13 il y a 2 jours, de ce texte, Un repas d'oiseaux, enfin Les corps laissent des corps, de Cristina Pellegrina, qui est certainement peut-être la moins connue de tous ces auteurs-là, que vraiment ces textes peuvent tout à fait exister, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Et en fait, c'est là encore, Actualité Édition fait quelque chose que ne font pas d'autres maisons ou institutions, qui est de donner, vraiment de donner de l'attention alors, aussi bien au texte dont tu parlais toi, qui pourrait sembler trop dramatique, et qu'à ces textes-là qui, moi, m'ont souvent été renvoyés par à peu près tous les comités de lecture comme étant comme ne pouvant pas donner lieu à une mise en scène par un autre. Voilà. Et donc là aussi, ces textes-là aussi trouvent une maison dans l'Actualité Édition, et c'est pas, on en parle comme si c'était des vilains petits canards, tous nos textes, complètement marginalisés, mais en fait on est en train de parler du cœur de la création espagnole. On n'est pas en train de parler des poètes maudits dont personne ne veut. On est en train de parler des auteurs les plus intéressants qu'on trouve en Espagne actuellement. Qui sont déjà très identifiés, en tout cas en Espagne, voilà, qui sont pas, on n'a pas été les chercher, ils pourraient très bien être perdus dans un village, la question n'est pas là, mais ils sont déjà dans la pratique scénique, la pratique artistique. Ce sont tous des auteurs qui sont confrontés au plateau et à l'écriture. Ils sont déjà identifiés par le territoire espagnol, quel que soit l'endroit, alternatif, institutionnel, peu importe. Et c'est aussi ça qui permet de les présenter pour cette raison-là, j'allais dire. C'est pas nous qui nous permettons d'identifier ce que l'Espagne ne voudrait pas identifier. On participe sans doute d'un mouvement, mais par rapport aux imaginaires que Marion énonce là, alors bon, moi je vais juste dire que les textes que Marion m'a proposés et m'a fait découvrir, je suis loin de connaître tout le monde, à la lecture m'ont paru être des textes qui fonctionnent comme un texte qui serait écrit à la table. J'allais dire, je ne vais même pas répondre aux possibles attaques que ceci ne serait pas un texte. On ne va pas rentrer dans qu'est-ce que c'est qu'un texte, enfin c'est pas ma fonction d'ailleurs, mais ce qui est certain, ce n'est pas seulement une restitution, une trace de ce qui a eu lieu sur le plateau. Si on parle des écritures que Marion apporte ici, ce sont des écritures qui sont des textes, c'est-à-dire qui fonctionnent comme un objet autonome. Marion a un petit peu insisté sur la genèse, etc., mais de chacun de ces textes, mais j'allais dire, au demeurant, moi ça m'est un peu égal, entre guillemets, mais quand je les lis, ces textes, je les lis pour ce qu'ils sont, d'autant qu'en général, j'ai jamais vu les spectacles, et s'ils passent par là, je vais les voir, mais c'est pas à cet endroit-là que je travaille. Et sur la question de la convocation des imaginaires, je crois que c'est quelque chose de vraiment important. On en a parlé un petit peu cet après-midi, et que le travail qu'on essaie de faire dans la traduction, pour parler concrètement un peu de la traduction, si ce n'est d'un point de vue linguistique, ça a à voir avec les imaginaires que véhicule un texte et comment la traduction fait un travail de dépliage de ces imaginaires
et fait remonter à la surface, comme on dit, des imaginaires qui sont tout à fait partageables. Sauf que pour que ces imaginaires soient partageables, faut-il encore donc les convoquer. Et pour les convoquer, faut-il encore avoir un lieu où les convoquer. Et que dès l'instant où on décide qu'il n'y a pas de lieu pour convoquer ces imaginaires-là, ils sont simplement annulés puisqu'ils n'ont pas de lieu. D'accord ? Sans rentrer dans la question métaphysique de savoir si un imaginaire existe en soi ou s'il lui faut un lieu. Ce qui est certain, c'est que pour qu'il y ait un lecteur, il faut qu'il y ait un endroit où on lise. D'accord ? Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le livre. On n'a rien inventé d'autre que le livre, quelle que soit sa forme. Donc je crois que ça, c'est un peu juste, c'est une question de pouvoir, d'une certaine façon, pour faire entrer sur un territoire des textes plus que d'autres. Dès l'instant où on accorde à un objet qui fonctionne dramaturgiquement en soi un espace éditorial, on convoque un imaginaire possible, potentiel. C'est un peu de la mathématique, des mathématiques, mais c'est quand même assez simple à énoncer. Ça ne veut pas dire que c'est simple à faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. C'est aussi un engagement très fort. Sur la question de la traduction, justement, par rapport à ce que Marion dit, le dépliage de la traduction, c'est quelque chose qui, moi, me semble important. Alors, on parle beaucoup de traduction entre nous. On va un peu vite parfois parce qu'on a moins de temps qu'avant, mais c'est un chantier, la traduction. Alors, dire qu'une traduction n'est jamais finie, c'est comme dire à un auteur qu'un texte n'est jamais fini. Enfin, c'est un peu un euphémisme. Un texte n'est jamais fini, sauf quand on décide qu'on n'y touche plus. N'est-ce pas ? Une traduction, c'est pareil. Nous, en tant que traducteurs. Alors après, il y a un peu la schizophrénie, enfin la duplicité éditeur-traducteur, pour ce qui me concerne, mais je ne veux pas parler de ça, où le traducteur est toujours en retard avec l'éditeur, forcément. Bon, là, il y a d'autres problématiques plus personnelles. Mais pour autant, la question du chantier de la traduction, du dépliage de la traduction, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a beaucoup développé, qu'on développe beaucoup, qui sont ces ateliers de traduction avec des comédiens, où les comédiens viennent éprouver la langue de la traduction pour valider, entre guillemets, la traduction, auquel, personnellement, je ne participe jamais. Marion, je ne crois pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas depuis le dire du comédien et du plateau que l'on travaille la traduction. C'est-à-dire que c'est vraiment un dépliage, alors pardon pour le gros mot, mais de la synesthésie, c'est très proustien en fin de compte, c'est comment est-ce que les images, les sonorités de la langue qu'on est en train de charrier par la traduction sont lisibles. Mais c'est aussi très subjectif, on est bien d'accord. Mais c'est à partir de cet espace littéraire, pour le coup, si tant est qu'on puisse opposer la littérature au théâtre, qui est malgré tout quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais qu'on ne partage pas justement, et on travaille beaucoup sur ça, sur cette dimension-là de la traduction. Donc forcément, ça démultiplie les problèmes, ça retarde d'autant plus tous les processus de travail, enfin bon, etc. Mais pour autant, on peut aussi travailler comme ça parce qu'on a confiance, non pas l'un en l'autre, mais c'est fragile une traduction. Enfin, un texte, l'écriture est fragile, mais une traduction, c'est d'autant plus fragile. Et que permettre à quelqu'un de rentrer dans ces images, ces sonorités, cette synesthésie de ce qu'on traduit, qui est de la littérature, j'allais dire, pure et dure, indépendamment du dispositif dramaturgique du texte, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que, et même avec toute la confiance qu'on s'accorde, on se blesse malgré nous, j'allais dire parfois, mais bien sûr avec bienveillance et générosité. Et avec Françoise, on travaille aussi de la sorte, sachant qu'après chacun des traducteurs et traductrices a le dernier mot. Enfin, l'éditeur là-dessus, sauf cas de force majeure, mais c'est rarement le cas. Donc, par rapport à la fausse problématique, j'allais dire, de est-ce que ces textes dits de plateau trouvent leur justification, leur légitimité dans le paysage éditorial, je crois que j'ai à peu près répondu, en tout cas pour ce qui me concerne, sur le fait qu'on n'accueille pas ces écritures, en fait, Marion. Elles ont leur place, tout simplement. Dès l'instant où le projet éditorial, c'est de mettre en regard, justement, des écritures dramaturgiques différentes. Donc, elles ont leur place. Donc, on n'a pas besoin d'accueillir ce qui a sa place, j'allais dire, de ce point de vue-là, pour la traduction. Pour ce qui est des auteurs, peut-être que... Alors, on a un auteur dans la salle qui ne veut pas parler, Chico, José Manuel Mora. Gracias, Chico, por estar aquí de nuevo. Gracias, Chico. Pero el caso es que ce que je disais cet après-midi, en fin de compte, si un auteur, en fait, il écrit parce qu'il a besoin d'écrire.
c'est une nécessité. Il ne peut pas faire autrement. Et je pense qu'un traducteur traduit, ou continue de traduire en tout cas, ou une traductrice, parce qu'il ne peut pas ne pas traduire. Voilà. Pas traduire tout et n'importe quoi. Ce sont des rencontres avec des individus qui existent, avec qui on s'entend bien ou moins bien. Hein. Il ne s'agit pas d'être forcément d'accord, loin de là. Mais cette idée de la rencontre, c'est pas une idée, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on travaille aussi comme des sculpteurs ou des plasticiens dans un atelier, et on travaille beaucoup moi je travaille beaucoup avec les auteurs que je traduis, là, non plus comme éditeur, mais comme traducteur, et je les enquiquine beaucoup, je dois dire, et ils ont beaucoup de patience pour aussi mettre en œuvre quelque chose qui n'apparaît pas forcément dans les textes publiés, dans les éditions, mais qui est là et qui nourrit toutes les activités qu'on peut mener de lecture, de rencontre. C'est la traduction comme miroir. Alors c'est un peu facile, mais je veux dire comme terminologie, mais c'est qu'en traduisant des écritures qui à l'époque étaient émergentes, moi j'ai commencé à traduire Chico, il était émergent, il n'avait même pas fini le conservatoire, je crois, ou il venait de le finir, de Madrid, la Resade. Les écritures qu'on appelle émergentes, peu importe, mais il y a des fragilités, et ces fragilités-là, il faut les traduire, je crois. Il ne faut pas les lisser, comme on a eu l'habitude de faire, et comme on fait beaucoup dans le domaine de la traduction générale, pour le coup, littéraire, où moi je m'entends encore dire qu'il y a des traductions qui sont trop fragiles. Et je dis, mais si la langue elle est fragile, il faut traduire cette fragilité-là. Et s'il y a des imperfections dans la langue, il faut les maintenir. Ce ne sont pas des erreurs. Nous ne sommes pas fautifs quand on travaille sur la langue. On n'est pas en cours de français. Ça reste aujourd'hui une réalité dans l'appareil de production français institutionnel, où je m'entends encore dire « Ah non, cette traduction-là, c'est fautif. » Tu vois. Alors déjà, fautif, ça ne peut pas être un objet, c'est une personne qui est fautive en langue française. Et donc, on touche un endroit qui est très, très puissant, enfin très fort en France, très violent, qui est la légitimité à traduire ou à ne pas traduire des écritures qui seraient dites fragiles. Et moi, je pense que cette fragilité-là, c'est précisément la force de ce qui fait l'écriture pour le théâtre. Donc ça, c'est un travail que je ne peux pas décrire, je peux juste y faire une allusion rapide, mais ça demande une complicité, une patience aussi assez grande entre les auteurs, les autrices et les traducteurs et les traductrices. Le travail que Marion fait par rapport à ça est décuplé, puisqu'effectivement, ce sont souvent des textes qui, ils ont été publiés en Espagne, mais pas forcément, et que donc les auteurs ont aussi souhaité, presque un peu trop, il a fallu faire marche arrière, dramaturgiser d'une certaine façon leurs textes pour la publication. Je pense à Ciné de la Tristura, et que c'est un travail que Marion a après fait, avant plutôt fait avec eux, et que moi j'ai lu les premiers, on va dire ceux qui sont issus du spectacle, et puis je reçois un texte en tant qu'éditeur, traduit ou pas traduit, extrêmement dramaturgisé, très dans une logique chronologique, temporelle, spatiale, enfin, etc. Et je dis, ah mais non, mais non, juste, alors oui, d'un point de vue éditorial, il y a sans doute un travail dramaturgique à mener de la part des auteurs, pas de la part des éditeurs, de l'éditeur, mais pour autant, il ne s'agit pas de faire entrer dans le moule justement éditorial de la dramaturgie des écritures qui n'ont pas cette forme-là, non. Donc il y a aussi cette tendance à vouloir dire le théâtre, qu'il soit dramatique, adramatique, post-dramatique, doit rentrer dans un format de lecture qui rend lisible et accessible l'écriture immédiatement. Et eh bien non, je ne crois pas. Pour autant, je crois qu'il y a un travail éditorial à faire qui est de la dramaturgie, et l'édition est aussi une scène dramaturgique qu'il faut tenir en compte, mais ce n'est pas une scène de formatage de la lecture. Et on pourrait faire des heures de bavardage sur la lecture, au sens proustien justement, non ? Est-ce que le lecteur a besoin d'avoir accès à un texte parce que la forme de ce qu'il est en train de lire est reconnaissable ? Oui, en partie, sans doute. Mais surtout, ce qu'il a besoin, c'est d'espaces de langue poétique qui convoquent ou qui appuient sur des imaginaires, au sens synesthésique du terme, qui lui permettent, lui, de naviguer dans cette écriture-là. Non, je prends toujours Proust comme un exemple antinomique, entre guillemets, de ce qu'on pourrait faire au théâtre, ou entendre la dramaturgie théâtrale. Et on essaie de garder cette ligne de travail, qui est une ligne un peu difficile, parce que ça multiplie les heures, évidemment, de travail et d'insomnie, et qu'à un moment donné, les journées ne sont pas extensibles outre l'énergie que l'on peut avoir. Mais je crois que c'est important de le souligner. Avant que je n'oublie, parce que je suis un peu troublé, parce qu'on est un peu fatigué, mais il y a aussi la question de la circulation des œuvres. On vit dans un pays où la censure est importante quant à la circulation des œuvres. Je suis désolé de le dire, mais il y a des traces concrètes et vérifiables. Alors, la censure n'opère pas à des endroits tabous, justement, etc., etc. Elle agit à d'autres endroits, mais en tout cas, on ne facilite pas, on n'interdit pas, c'est interdit d'interdire, mais on ne facilite pas, donc on fait obstacle à la diffusion des œuvres écrites, en tout cas des textes,
Pour cette raison-là, j'ai intégré le Pen Club il y a 3 ans, le poète, essayiste et novelliste club, qui milite, en tout cas qui fait un travail sur la liberté d'expression, qui est un sujet sur lequel moi je ne travaille pas, mais sur la circulation des œuvres. En tout cas, la libre circulation des œuvres, ça ne veut pas dire de trouver les œuvres en PDF sur Internet. On est bien d'accord. Il s'agit de justement faire circuler, au-delà des obstacles, les textes qui sont édités par une plateforme, peu importe qui s'en occupe de cette plateforme. Et de ce point de vue-là, ça touche aussi des publics qui n'ont rien à voir avec le théâtre. Au Pen Club, il y a 2 personnes de théâtre. Donc j'ai créé le comité théâtre au Pen Club cette année, et j'ai aussi créé le comité traduction au Pen Club. On peut être traducteur et rentrer au Pen Club aujourd'hui en tant qu'auteur. Et je crois qu'il faut quand même le signaler, non pas par rapport au Pen Club, mais par rapport au fait qu'en traduisant, on est aussi des auteurs, et qu'on a une langue, et que cette langue-là, il faut la faire entendre. Et là, sa légitimité. Il n'est pas question de dire qu'on est un bon traducteur ou une bonne traductrice parce qu'on est avant un bon auteur ou une bonne autrice. Au contraire. Et donc, de ce point de vue-là, le travail mené avec le Pen Club est un travail très riche et qui, humainement, c'est un travail lourd, associatif, de bénévoles. Le comité directeur se réunit tous les mois, c'est des heures de réunion. Mais on fait beaucoup d'actions pour libérer les auteurs emprisonnés, pour le coup, concrètement dans des prisons. Pas en France, mais là au Moyen-Orient, en Turquie, etc. Mais il y a aussi tout un travail qui est mené un peu moins ces derniers temps, mais sur la dimension littéraire, justement, sur donc la liberté d'expression, en tout cas l'expression. Et surtout, ça commence à toucher des publics qui, a priori, ne s'intéressaient pas beaucoup au théâtre, qu'il soit classique ou pas classique, non ? Et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse au sens où je me dis, tiens, là, quand je suis dans ces réunions-là, Fanny est venue aujourd'hui et je vous remercie, Fanny, infiniment. Aussi écouter ce que c'est que le théâtre aujourd'hui, la traduction théâtrale, sans forcément faire du théâtre et être concerné en premier lieu par le théâtre. Non ? Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à continuer de déplacer un peu les murs, d'élargir les murs, parce que je pense que la question des imaginaires et de la littérature dramaturgique, théâtrale, elle a toute sa place là, et c'est important d'essayer d'en parler, et c'est difficile en même temps d'en parler. Donc je tenais aussi soudainement à ne pas oublier de mentionner cela et à vous remercier d'être venue, Fanny. Et ce n'est pas du protocole qui me fait remercier Fanny ici aujourd'hui, c'est de l'amitié. Donc voilà pour ce qui est... Pardon, je me suis embarqué dans plein de choses. À la fois, Marion, peut-être tu veux reparler ou présenter quelques-uns des écritures qui sont des écrivains qui sont bien. Tu veux parler un peu oui. ou pas? Oui. J'attendais la suite. Pardon. Parce que tu as fait une parenthèse, j'attendais que... Non, je clos la parenthèse, voilà, mais je D'accord. trouve que c'est important de faire, de dire ça. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, David parlait de ciné, de la Tristura. C'est donc un texte qui a été écrit par un collectif d'auteurs qui s'appelle La Tristura, et ils sont trois à avoir créé le spectacle: Itzazo Arana, Celso Jiménez et Violeta Gil. Ils sont 2 à signer le texte, et effectivement, ça c'est des aventures qui sont assez étonnantes en fait quand on publie un texte en français avant qu'il ne le soit en espagnol. C'est le cas aussi de Guerrilla de Pablo Gisbert de la compagnie El Conde de Torrefiel. C'est que finalement la version définitive du texte, elle existe en français avant d'exister en espagnol, que la structuration, et s'était jamais posé la question du nom ou de la numérotation des scènes pour ciné, et c'est avec la publication qu'ils se sont dit: ah oui, en effet, je leur avais dit, mais cette scène, on va vraiment l'appeler comme ça. Elle fait: ah non, ça c'était pour nous. Pareil, Pablo sur Guerrilla: non, ça c'était pour nous, on va l'appeler comme ça, et d'accord, ok. Et après, non, alors on va mettre un grand 1, et c'est super parce qu'en fait, cette structuration de la pièce là dans ciné, ça devient une pièce en 3 actes en fait, il me semble. Oui. Et il n'en avait jamais été question en fait quand j'avais traduit la pièce pour la surtitrer, et dans un premier temps quand ils l'ont jouée, enfin d'abord en Espagne puis en France dans le surtitrage, il n'y avait jamais eu 3 actes. Les parties, les scènes avaient des noms différents, qui étaient des noms techniques, qui servaient juste à ce qu'ils reconnaissent les scènes. Même les noms
les noms des voix ou des personnages. Bon, quand les personnages s'appellent Pablo ou serveuse, ça va, mais que tout à coup il y a une réplique qui est prononcée par services sociaux. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Je leur dis vraiment, vous êtes sûr, c'est services sociaux au pluriel qui parlent. Oui, oui, c'est services sociaux au pluriel qui parlent. Et donc ça c'est étonnant de découvrir par l'édition de voir un texte achevé de s'écrire. Ça ne veut pas dire qu'il va être pour autant terminé, hein, parce que ça a été publié entre les représentations de Reims qui ont eu lieu en février et celles du Théâtre des Abbesses qui ont eu lieu en juin. Et aux Abbesses, dans le surtitrage, ils ont encore changé des choses. Enfin, on pourrait croire qu'un texte, dans le cas des écritures de plateau, qu'un texte continue de... Alors certes, il continue de changer à chaque représentation, hein. Et moi, c'est la raison pour laquelle, quand je traduis des auteurs en scène, j'assiste quasiment à toutes les représentations, parce que il y a toujours quelque chose à changer dans le surtitrage, en fait. S'il y a 6 mois qui sont passés entre 2 représentations, j'y vais parce que je sais qu'ils vont forcément changer quelque chose et que je préfère que ça soit moi qui le change plutôt que la RP du théâtre à qui on demande « Et au fait, on dit ça comment ?» Parce que, bon, c'est dur de lâcher prise sur un travail de traduction et de voir qu'il va tout à coup passer en des mains complètement non expertes, non habilitées. Juste avant que sur ce texte, le texte de Siné, le sujet, pardon, mais je crois oui, vas-y. Est un sujet. Ce sont des sujets souvent politiques, enfin historiques en tout cas, qui déclenchent l'écriture de tous ces auteurs. Bon, enfin, ça, c'est assez classique. Là, en l'occurrence, ça parle beaucoup de l'Espagne parce qu'il s'agit de la disparition des enfants pendant le franquisme. Les bébés volés. Des bébés volés, merci. Donc, qui est un sujet qui aujourd'hui, des bébés volés, qui est un sujet complexe, enfin très violent aujourd'hui, qui remonte à la surface de façon assez rapide et véhémente. Et donc, à partir de ces sujets tangibles et en même temps extrêmement spéculatifs, on appellerait la fiction, si tant est qu'on puisse utiliser cette notion. En tout cas, l'écriture se déploie. Je t'ai interrompu, mais c'était juste, il me semblait important peut-être de mentionner notamment ce sujet-là. Effectivement. Oui, parce que c'est un texte qu'ils ont écrit. Ils ont écrit l'histoire d'un ami à eux, qui leur a raconté son histoire, qui leur a raconté qu'il avait découvert quelques années auparavant qu'il était un bébé volé. Donc des bébés volés, il y en a eu... on estime qu'il y en a eu environ 300 000 entre 1939 et la fin des années 80, parce que c'est pas parce que Franco était mort que tout un système qui était bien installé, en fait toute une mafia, qui assemblait des juges, des bonnes sœurs, des médecins, qui rassemblait ces 3 figures-là, à continuer après la mort de Franco à voler des bébés, plus pour des questions idéologiques, enfin si toujours, mais en tout cas pas plus sous une pression qui leur venait d'en haut, mais simplement pour des questions idéologiques et aussi parce que c'était très lucratif. Donc il y a eu des bébés volés en Espagne jusque dans les fins des années 80, donc ça fait beaucoup, parce que c'est 40 ans de dictature et enfin, c'est énorme, quoi. Et c'est curieux parce que ce texte-là est assez exceptionnel dans le parcours de ces auteurs-là, qui sont des auteurs en scène qui très nourris du post-dramatique pour ce qui est de leur cas, et qui, à partir du moment où ils se sont trouvés face à cette histoire qu'on leur a racontée, l'histoire de leur ami, ils se sont mis en fait à écrire une histoire et à écrire un texte avec des personnages, avec du dialogue, et qui racontent une histoire, chose qu'ils n'avaient jamais fait en fait. Et ils avaient toujours écrit des textes qui étaient des fragments, des aphorismes, des monologues qui parlaient dans lesquels eux prenaient la parole en tant que personne,
dans lequel ils prenaient la parole en tant que personne pour parler du monde actuel. Et là, ils se sont mis à raconter une histoire, et donc ils ont retrouvé la forme dramatique. Et donc il y a des didascalies, il y a des personnages, il y a des dialogues, et c'est il y a des lieux. L'hôtel, le bar, donc c'est très étonnant. Et en même temps, il y a toutes les lacunes qui viennent en fait de leur façon d'écrire, de la façon avec laquelle ils ont commencé à écrire. Ils ont toujours écrit des textes fragmentaires, donc c'est pas un texte, c'est un texte qui est plein d'ellipses. Oui, c'est surtout de l'ellipse. Oui, c'est de l'ellipse qui est quand même en littérature assez courant. Oui, oui. Mais c'est pas des ellipses au sens temporel. C'est vraiment des impasses, quoi. Des impasses sur des choses qui auraient lieu. Parce que dans l'ellipse, on sait un peu ce qui s'est passé pendant le temps où on était parti, quoi. Là, c'est des mystères, quoi. Et donc ça, c'est ce texte ciné. Et je vous parlais tout à l'heure de Guérilla. Guérilla, c'est un texte de Pablo Gisbert, qui est l'auteur, qui écrit pour une compagnie qui s'appelle El Conde de Torrefiel, qui est déjà venu 2 fois à Paris dans le Festival d'automne. Ils sont venus en 2016 avec une pièce qui s'appelle La possibilité qui disparaît face au paysage, qui est publiée aussi dans ce livre avec Guérilla. Et ils sont revenus avec une pièce qui s'appelle La Plaza, qui s'est jouée en octobre au Centre Pompidou. C'est de toutes les compagnies dont on parle, c'est celle qui a la diffusion la plus conséquente en France et dans l'espace francophone. Et Guérilla, c'est un texte particulier parce que c'est un texte qui a été créé à Bruxelles au Kunsten Festival des Arts et qui a été créé avec des participants. C'est un texte sur la guerre et c'est sur la guerre, mais c'est un texte de science-fiction, c'est un texte d'anticipation. Qui se projette en 2023 et qui imagine une guerre en 2023, et tout en tirant des conclusions de tout ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années. Donc c'est de l'anticipation, mais c'est pas du tout tiré par les cheveux. Enfin, c'est tellement probable que c'en est effrayant. Et ils ont écrit une partie de ce texte grâce à des témoignages de participants, parce que c'est une pièce dans laquelle sur scène il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des participants. Il y a jusqu'à 80 participants dans une scène qui a lieu dans une rave party, et 20 participants dans une conférence. Et puis dans cette conférence, certains des participants, dans le spectacle et dans le livre, enfin dans le livre c'est différent, mais dans le spectacle on lit, en fait tout le texte est projeté et on lit des témoignages de certains des participants qui racontent leurs propres histoires de guerre ou d'exil. Donc des histoires qui sont arrivées à leurs grands-parents, arrière-grands-parents, parents, que ce soit qui ont fui soit le génocide du Rwanda, soit qui ont échappé au camp de concentration, enfin, ou la guerre d'ex-Yougoslavie. Enfin, c'est que des histoires de guerre qui sont racontées par les participants. Et donc la spécificité de ce texte, c'était que dans la mesure où une partie du texte est composée par les histoires des participants, Pablo, l'auteur, ne veut pas publier les histoires de ses participants parce que c'est leur histoire intime, et il leur a promis de ne pas les publier. Donc pour la publication, il a écrit des histoires qu'il a empruntées à son histoire à lui, qu'il a empruntées à des amis. Et donc finalement, cette version du texte de Guérilla, c'est une version qui n'a jamais existé sur scène et qui n'existera pas sur scène. Enfin, en tout cas, donc ça, c'est étonnant de publier un texte qui est la trace d'un spectacle, mais en fait qui est une fausse trace, quoi. Enfin, en tout cas, ça concerne, ce texte des participants, ça concerne un quart ou un cinquième du texte. Alors, le reste du texte, c'est bien ce qu'on voit sur scène, mais c'est étonnant, finalement, comme il y a toujours dans la publication reconstruction d'une fiction, en fait. Même avec les textes nés de la scène. Finalement, on reconstruit
pour le donner à quelqu'un d'autre, on le reconstruit. Parce que voilà, et c'est un engagement qu'il a pris avec les participants de ne pas raconter leur histoire hors du temps de la représentation. Et donc là aussi, c'est un texte, finalement, quand Pablo a des questions, a des doutes sur le texte original, il me pose la question à moi parce que finalement, c'est avec cette publication qu'on est arrivé à la version la plus aboutie, les abouties du texte. Mais à chaque fois que la pièce se rejoue, et elle s'est jouée encore il y a 15 jours à Valenciennes, le texte des participants change et il y a toujours des coupes. Là, les textes qui sont publiés dans ce livre-là sont des textes qui sont plus longs que ce qu'on voit sur scène parce que l'auteur sur scène a voulu raccourcir la pièce et donc a fait des coupes. Et là, on a un texte complet, finalement. Donc, c'est étonnant d'avoir, encore une fois, on a un texte qui est une trace, on a un texte qui est lacunaire, et en même temps, il est plus complet que le texte qu'on voit sur scène. Donc, c'est assez intéressant de voir que toutes ces écritures, finalement, déjouent toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la fabrique du théâtre, et montrent que chaque pratique est singulière. Je continue à parler des autres textes Moi, je vais vous parler juste d'un auteur ou une autrice, comme ça tu respires, et puis moi je prends mais juste parler peut-être, alors pas de tous les auteurs, loin de là, mais bien sûr je parlerai de José Manuel Mora, de Chico, puisqu'il est avec nous, ça me paraît la moindre des choses, si c'était mon estime et mon amitié. Mais je parlerai quand même aussi de complices proches justement de Chico, donc on appelle Chico. Je pense à Maria Velasco, que Jonathan aussi connaît un petit peu, dont il connaît certains textes. Maria Velasco est une de ces rencontres fulgurantes. On s'est rencontrés un jour, je crois que c'est Chico d'ailleurs qui nous a présenté, et en 5 minutes, on parlait presque de la même chose et au même endroit quant à la question justement de l'écriture aujourd'hui, bien que nous soyons deux personnes absolument à 2 endroits très différents. Maria Velasco, pour faire très simple là aujourd'hui, mais c'est quand même quelqu'un qui écrit beaucoup à partir de sa propre expérience du réel. On appelle ça l'autofiction, qui est on va dire une veine, un courant aujourd'hui très très répandu en Espagne, en tout cas identifié comme tel. Bon, moi je partage pas complètement la dénomination et encore moins la nécessité d'en faire un mouvement. Si on se souvient, je crois que ça vient pas mal de la littérature française, toute cette histoire de l'autofiction où l'auteur se dédouble lui-même, si ce n'est dans le récit, dans l'écriture elle-même. Pour autant, donc Maria Velasco est une francophile, en tout cas elle connaît beaucoup la littérature française. C'est quelqu'un qui dévore la littérature et qui en même temps est une femme de plateau qui écrit à partir du plateau, en tout cas de son expérience de l'écriture sur le plateau. Le texte « Délivre-toi de mes désirs » est un des premiers qu'on a traduit et publié. C'est une métaphore de la relation entre l'Espagne et la relation politique actuelle entre l'Espagne et l'Afrique du Nord, avec, par l'intermédiaire, on va dire, métaphorique de son histoire amoureuse avec un Sénégalais, Pape. Et donc elle se dédouble. Maria s'appelle Maria, effectivement. Il y a un personnage qui s'appelle Maria dans le texte. Et on n'est pas censé savoir que c'est Maria Velasco, mais on peut le déduire que c'est en tout cas un double de l'auteur, si ce n'est l'auteur. Et va traiter de façon très mosaïque, pour ne pas dire intertextuelle, c'est-à-dire avec plusieurs fils aussi narratifs qui se lient et se délient ensemble, qui a beaucoup à voir avec une tradition espagnole qui s'appelle le baroque quand même. Faut juste aussi un peu recontextualiser ça, qui est un peu loin de nos imaginaires, mais ce point de fuite fuyant et ces différents fils narrateurs qui s'entremêlent ou pas. Et donc Maria, donc il y a quand même un centre toujours, c'est le personnage Maria, hein, c'est le corps de Maria et l'esprit, je dirais, de Maria qui est dans le texte, qui est centrifuge. Mais Maria travaille, enfin l'ensemble de toute l'écriture dramaturgique de Maria, je crois, opère à cet endroit-là. Et elle me semble, de ce point de vue-là, une poétesse de l'écriture aujourd'hui, parce que justement très littéraire. Là, je vous ai décrit un peu le dispositif très rapidement et sommairement, mais je ne vais pas lire. Non, aujourd'hui, je ne vais pas lire les textes. Non, c'est pas bien. Mais c'est vraiment de la poésie à traduire, c'est-à-dire pur et dur, si tant est qu'on puisse le nommer ainsi, quelle que soit l'origine, si c'est son expérience, si au moment où elle écrit, on sent qu'il y a un rapport poétique au réel.
Et cela me permet de parler de Chico, et je vais en parler très sommairement aussi, non, mais le dispositif de Chico est assez dramaturgique pour certains textes, hein, il n'y a pas non plus de classification générique, mais procède beaucoup, alors pas forcément d'autofiction, mais de textes où apparaît un moi dans le texte. Alors qui est ce moi, hein, on n'est pas censé savoir que c'est forcément l'auteur, mais le narrateur dans le texte, qui s'appelle moi, nous décline un ensemble de fictions ou de réalités, selon comment on veuille le voir, qui sont d'une part souvent très en prise avec des réalités contemporaines. Je pense au Corps perdu, Les Corps perdus, qui est un texte qu'on va publier très prochainement sur la disparition des femmes de Juárez à Mexico, qui est un texte que Chico a écrit au Mexique, et un espèce de contrepoint avec ce moi étant bien sûr l'auteur au moment où il écrit, mais c'est aussi le lecteur au moment où il lit le moi. Donc il y a toujours une déstabilisation à la frontière de la fiction littéraire, qui me semble être en tout cas quelque chose de très singulier à l'écriture de cet auteur, et très singulier dans le paysage théâtral aujourd'hui en Espagne, et qui continue d'œuvrer à cet endroit-là. Alors ce moi, cette espèce de dédoublement du moi de l'auteur prend différentes formes selon les textes. Il y a aussi beaucoup de réécriture, de versions libres, comme il dit, de grands classiques espagnols. Mais il y a toujours un dédoublement de la plume de l'auteur dans la fiction qui est en train d'être déclinée là. Et de ce point de vue-là, c'est d'une force poétique très forte, puisque, j'insiste, au moment de la lecture, ce moi, c'est le lecteur, a priori. Hein. Moi, c'est moi quand je lis. Donc, la question du double et du fantôme, qui est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans les dramaturgies nordiques, beaucoup, bizarrement, qui n'est pas un critère de sélection pour nous, hein, du tout, mais ressurgit dans plusieurs des poétiques et des dramaturgies qui sont là. Et si on devait parler de perspective historique passée, il y a quelque chose à voir avec effectivement le fantôme du passé, je ne sais pas, mais le dédoublement et le fantôme, enfin l'espace fantasmagorique de l'écriture, est quelque chose qui caractérise aujourd'hui, je crois, la dramaturgie espagnole en tout cas. Et de ce point de vue-là, il y a d'autres auteurs, peut-être, dont en même temps Albert n'est pas très dans ce rapport-là, mais tu peux peut-être parler d'Albert. Oui, je peux vous parler de Snorkel, d'Albert Bournat, qui est un auteur que j'aime beaucoup et dont j'avais l'intention j'avais l'intention de traduire un texte et de le proposer à David juste avant que celui-là me tombe dans les mains et est venu éclipser en fait ma première idée parce que ça a été une urgence là aussi. Alors la première idée n'est pas abandonnée puisque je suis en train de traduire le texte que j'avais envie de traduire avant. Ce texte Snorkel, c'est un texte qui se présente sous une forme qui semble narrative finalement. On a l'impression de lire plusieurs chapitres d'une narration et pour autant c'est pourtant un texte d'une très très forte théâtralité. C'est un texte qui réunit dans un paysage lacustre, qui réunit autour d'un lac différents personnages venus y chercher différentes choses, la méditation, le repos, la désintoxication, ou au contraire les narcotiques. Et donc ce texte réunit plusieurs paysages humains et non humains, parce qu'on voit il y a les humains autour du lac qui sont venus chercher différentes choses en groupe ou seuls, et il y a aussi dans ce lac un grand nombre de personnages qui ne sont pas humains mais qui sont en fait tous les détritus qui flottent à la surface de l'eau, le paquet de chips abandonné, l'applicateur de tampons ou la canette de je ne sais plus, la bouteille de Destop, et donc on a un paysage comme ça qui se dessine et qui dessine une humanité une humanité abîmée et un environnement abîmé par cette humanité abîmée.
et qui fait état de la du désespoir, Oui, alors, désespoir, mais qui fait état avec beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie de ce désespoir. J'aurais presque envie d'en lire un Ben oui, moi extrait, aussi, celui-là. j'allais t'interrompre, enfin, en tout cas attendre que tu termines, parce que donc là, Marion nous décrit un paysage absolument sinistre, et c'est le cas, hein, il ne s'agit pas de remettre en question l'état de la réalité, mais il y a bien sûr, alors, de l'humour, il y a effectivement de l'humour littéraire, au sens où, moi c'est un texte que je trouve absolument extraordinaire, effectivement, où on n'arrive même pas à rire tellement l'humour est là. Et surtout, si tant est qu'il y a à comparer, mais d'un point de vue stylistique, c'est un des plus grands poètes que je pense nous avons, en tout cas ici, grand poète au sens de la littérature, du style, la langue d'Albert, et d'une poésie littéraire, enfin, d'une littérature absolument délirante. Quand je dis délirante, c'est que si la réalité à partir de laquelle il travaille est brute, désespérante et relativement difficile, au moment de lire comment il transforme justement cette réalité par la langue, on est à nouveau, ou encore, dans l'espace artistique, en tout cas et esthétique, c'est-à-dire de la littérature. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quand même une des caractéristiques qu'on utilise en termes de critères éditoriaux, c'est que quelle que soit la sinistre réalité qui nous habite et nous entoure, ces auteurs sont des auteurs au sens où ils transforment le réel par l'écriture. Et d'un point de vue stylistique, c'est tangible, enfin, c'est pas du discours. Voilà. Peut-être que tu veux nous donner envie de tout de suite lire Snorkel. Tu pensais à celui-là ou tu pensais... Non, pas forcément. Non, moi, j'aime beaucoup celui-là, cet extrait-là, tu sais. Oui, mais enfin, non, moi je me souviens plus, vous savez, moi je me souviens plus de tous les textes et de tous les fragments de texte, mais oui, ce que tu veux. Le matin, le calme somnolent de l'eau du lac vole en éclats en une seconde avec le saut du premier baigneur de la journée. Celui-ci résonne comme le jet de pierre qui brise la vitre, annonçant que tout sera un peu plus inconfortable à partir de maintenant. Alors, la physique, à qui il n'est pas permis de se reposer, active les yeux cernés son réseau mécanique d'ondes aquatiques qui s'éloignent de là en raison d'une loi sans nom, selon laquelle l'amplitude de l'onde créée à la surface est inversement proportionnelle à l'importance de l'événement qui l'a engendré. Et ainsi, le baigneur donne naissance par sa nage à un enchevêtrement complexe d'ondes naissant simultanément et d'ondes anonymes qui se croisent, s'accouplent et se séparent pour donner vie à de nouvelles ondes. Le lac se change en un souk où 1000 conversations sourdes reproduisent le même message secret, une fois puis une autre, comme il se produit dans l'eau depuis la première fois où un atome d'hydrogène a convaincu son camarade d'accepter de partager leur vie avec l'oxygène solitaire, créant ainsi le trio premier à l'origine de la vie. Quand ceci arrive, la bouteille de Destop, qui flotte sur une des rives les moins accessibles, semble comprendre son statut de paria. Se heurtant brutalement contre la roche, elle semble assumer que son allure révèle à grand bruit qu'elle n'appartient pas à ce monde, qu'elle constitue d'ailleurs une honteuse interruption de ce monde. Quand la bouteille de Destop, accompagnée de l'applicateur de tampons et de l'emballage de viennoiserie, flotte désagréablement dans le recoin le moins remarquable du lac, se résignant au va-et-vient incessant qui lui donne l'air d'une prostituée lasse, on se réjouit que la nature sache créer ses propres ghettos. Ça, c'était un fragment non humain. Oui, c'est ça. Mais j'insiste beaucoup sur parce que c'est un débat aujourd'hui, enfin plus au théâtre, non? Le théâtre documentaire, qu'est-ce qu'on fait du réel? Comment on transforme le réel? Est-ce que le théâtre est un reflet du réel ou est-ce qu'on recrée une nouvelle réalité par l'écriture? En tout cas, nous on essaie de créer une mosaïque donc éditoriale avec au moins ce critère, j'allais dire, esthétique, que tous les auteurs que l'on choisi d'une certaine façon, transforme le réel par l'écriture. Hein, il ne s'agit pas de faire état de la réalité par l'écriture, c'est pas un transport juste exotique ou pas de ce qui se passerait là-bas pour être informé. Je crois qu'aujourd'hui on n'a pas besoin du théâtre, si tant est que ce fut le cas, pour nous informer de la réalité, et que donc l'écriture, en tout cas pour ce qu'on essaie de défendre nous et de porter, est vraiment ce lieu où l'écriture transforme, voilà, le réel.
On peut continuer, nous, de parler pendant des heures avec Marion. Il faut nous arrêter peut-être, parce que c'est un travail, plus on ouvre les tiroirs et plus nous on se retrouve à la maison, j'allais dire, la maison d'actualité pour bavarder. Mais peut-être d'abord avant que je parle un peu des textes de Chico, peut-être envie de parler vous, non? Ou de dire, non? J'entends beaucoup de résonance avec le théâtre français d'aujourd'hui. Alors, moi, je peux répondre que depuis mon expérience, je ne suis pas universitaire, donc je ne peux pas avoir un regard, j'allais dire, global et exhaustif, et loin de là, et surtout, je n'y prétends pas. Mais de ce que je connais en tant que lecteur ou artiste du théâtre français, de l'écriture française, et de l'écriture espagnole, ou hispanophone en général, mais sans doute que je vais dire une énormité, mais c'est celle que Et ma question est énorme aussi. Ouais, non, mais moi, il me semble qu'on m'a gardé dans le théâtre espagnol, en tout cas, un rapport à la littérature plus important, dans la langue. Mais c'est ma lecture, c'est mon expérience. C'est-à-dire que quand je lis du théâtre contemporain espagnol, quelles que soient les formes aussi nouvelles, de renouvellement du réel, du documentaire, il me semble que la langue au théâtre espagnol, aussi rude qu'elle puisse être, il ne s'agit pas d'être dans l'euphémisme ou de la métaphore, garde une relation importante avec l'espace de la poésie. Mais une fois de plus, là je parle de façon très subjective et individuelle. Pour autant, plus je lis et plus je continue de lire, que ce soit d'ailleurs du théâtre espagnol ou mexicain, enfin hispanophone, et plus il me semble que cet espace littéraire reste important dans l'écriture pour la scène aujourd'hui. Et il me semble que ce n'est pas complètement le cas pour l'écriture française. Enfin, en France, en tout cas. Les écritures de Platon ont pris toute la place en France ces dernières Oui. années, quand même. Ta question, elle me... En fait, moi, quand je pense aux écritures espagnoles, je pense aux écritures qui sont faites en Espagne. Et je ne sais pas, en fait, si elles sont ou si elles doivent être différentes, si différentes des écritures françaises, dans la mesure où en plus, ces auteurs ont lu des auteurs français, ont lu des auteurs allemands, ont lu des auteurs anglais, de même que les auteurs français ont lu des auteurs. Donc finalement, je ne sais même pas, je sais pas en fait s'il y a une différence. Je connais pas assez les écritures françaises actuelles, parce que là on est vraiment en train de parler d'écriture actuelle et pas seulement contemporaine. Donc ce que je connaissais des écritures françaises encore il y a quelques années, je n'en lis plus beaucoup malheureusement, parce qu'on a tellement de choses à lire. Mais en fait, peut-être qu'elles ne sont pas différentes, et peut-être qu'il ne faut pas chercher la différence, et que peut-être que le danger est à chercher à chercher quelque chose qui caractériserait. Ça me ramène à une question qu'on a soulevée, qu'on a souvent évoquée avec David, qu'on a évoquée avec Pablo Gisbert quand on a fait une rencontre avec lui à l'Institut Cervantes de Bruxelles, l'auteur de El Conde de Torrefiel, et qui est que... C'est sûr que quand on nous montre Rodrigo Garcia ou Angélica Lidl, on se dit « Ah oui, ça c'est espagnol, c'est super, c'est comme un taureau, quoi ». C'est ce que dirait Pablo, il dit souvent ça, il dit « On attend des Espagnols qui soient comme des taureaux, quoi ». On a l'image de l'écriture espagnole, il faut qu'elle soit provocatrice, il faut que ça soit très almodovarien, en fait. Et c'est un enfermement que de... on a voulu enfermer Rodrigo et Angélica dans cette image-là, et dès qu'ils s'en sont écartés, ils étaient vachement moins marrants, quoi. Ils étaient vachement moins attractifs même pour les théâtres. Et en fait, j'ai un peu peur que vouloir chercher quelque chose qui soit les écritures espagnoles, ça nous ramène à rechercher des traits caractéristiques qui pourraient vite être caricaturaux,
Je ne sais pas. De même que, enfin, je sais pas, je reprends vraiment cette discussion qu'on avait eue avec Pablo parce qu'elle me semble très juste. Il disait alors d'un allemand, on attend qu'il soit comme ça, d'un suédois, on attend qu'il soit comme ça, d'un espagnol, on attend qu'il soit explosif, provocateur, et dès lors que ça ne l'est pas, c'est ah, c'est ça. Ah, c'est ça l'écriture espagnole. Moi, je voulais m'en prendre plein la gueule, je voulais des gros mots, je voulais. Et j'ai l'impression, alors, c'est que. Alors, on pourrait dire que c'est la mondialisation et que c'est terrible, mais je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui caractérise les écritures espagnoles, les écritures françaises, les écritures allemandes. Après, je sais ce qui caractérise les écritures issues d'une école, par exemple. On en parlait hier avec Judith. Des écritures issues de l'école de Madrid ou de l'école de l'Institut del Teatro, et encore issues de tel prof ou de tel autre prof, ça oui. Mais à partir du moment où les auteurs se défont de ces enseignements-là, les digèrent, ça disparaît un petit peu. Donc finalement, c'est presque plus des écritures qui sont tirées d'une école, et cette école, en fait, elle peut venir d'un maître qui est espagnol, mais elle pourrait venir d'un maître argentin, par exemple. Il y a eu beaucoup de... Il y a une partie de la dramaturgie espagnole qui a été très influencée une grande partie de la dramaturgie espagnole qui a été très influencée par l'enseignement des maîtres argentins, des Rafael Sprechelbo, Javier Dalte, qui sont allés enseigner dans des écoles, et il y a toute une partie. Donc, j'ai l'impression que... Oui, enfin, moi je suis d'accord avec tout ça, mais c'est surtout donc, ce que j'ai dit. Puis je crois que l'origine de la nécessité d'écrire du théâtre depuis 30 ans en Espagne n'est pas la même, pour des raisons que j'ai évoquées en ouverture là tout à l'heure. Donc ça, je pense que c'est singulier à l'histoire effectivement de l'Espagne, mais que pour autant, je crois que oui, c'est ça, on s'est rencontrés sur ce sujet-là il y a 15 ans. Je crois que j'ai publié dans Théâtre Public, je crois que c'est Théâtre Public en 2000, un article, ou je sais pas comment on appelle ça, disons, est-ce qu'on pourrait arrêter avec l'exotisme espagnol dans le théâtre français, en reprenant les exemples de Angélica Lidl et Rodrigo Garcia. Est-ce que la France pourrait cesser d'avoir un rapport exotique avec tout ce qu'on veut bien ramener de l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a eu la Carmencita au 19e siècle, n'est-ce pas? Après, on a la Movida avec Almodovar, puis après, on a Angélica, non? Pour faire simple et rapide, ce sont des clichés qui viennent aussi asseoir une forme, si ce n'est de supériorité, voilà, on veut bien vous laisser de la place à la maison, mais parce que justement, vous êtes extrêmement singulier et différent par votre exotisme. Nous qui ne sommes pas exotiques, on est bien connu qu'en France, il n'y a pas d'exotisme. Ceci étant une note d'humour. Donc, alors c'était il y a longtemps que j'ai écrit ce papier avec Marion, mais je crois effectivement qu'aujourd'hui, c'est pas une question de rendre homogène. Hein, bien sûr, les territoires sont ce qu'ils sont et on écrit différemment de là où on est, je crois. Mais pour faire une réponse en diagonale, je pense à Philippe Ollet-Laprune, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un homme qui vit au Mexique maintenant, qui est un écrivain, qui écrit beaucoup sur les écrivains mexicains, mais aussi les écrivains, alors pas de théâtre, hein, de romans, les écrivains européens qui ont fondé en fin de compte leur œuvre et leur relation à l'écriture en étant en exil, volontaire ou involontaire, notamment et essentiellement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. C'est un spécialiste de cette question-là. Je ne peux que vous recommander de lire tous les ouvrages de Philippe Ollet-Laprune qui se lisent comme des récits, en fin de compte, d'aventure, et qui met en regard tous ces... Alors, je pense à un spécialiste, un passionné de Conrad, enfin bref, d'auteurs qui ne sont pas hispanophones, et il les met en regard à travers les différents voyages que ces auteurs, qui proviennent donc d'horizons différents, ont pu découvrir, en termes d'imaginaire notamment, mais pas uniquement, en Amérique du Sud, l'Eldorado, on va dire, de l'autre côté de l'océan. Non, et pour le coup, là, je trouve qu'il y a quelque chose peut-être de plus, je ne sais pas, intéressant, je ne crois pas, mais j'aime bien parler de cet endroit-là, où ce qui me semblerait plutôt, c'est que, en tout cas, les auteurs espagnols, moi je ne sais pas, il y en a beaucoup, mais les auteurs qui sont ici, dans cette maison, sont en résonance entre eux, parce qu'ils sont dans cette maison. Ils ne le sont pas forcément en Espagne. Après, il y a des questions de production, enfin, on connaît par cœur les phénomènes de proximité, mais c'est plutôt de ce point de vue-là, je trouve qu'on pourrait peut-être essayer un jour de répondre plus précisément à cette question. Ouais.
Après, évidemment, il y a les sujets, et les sujets infusent les formes. Effectivement, les bébés volés, en ce moment, moi j'ai traduit une pièce récemment qui s'appelle « Et les eaux ont parlé », qui parle des recherches de fausses communes, donc des recherches actuelles de fausses communes avec l'Association pour la récupération de la mémoire historique. Et ces sujets, forcément, infusent la forme, enfin. Ça, c'est certain. Mais pour ce qui est de la forme pure ou des traits de l'écriture, je ne sais pas. Par exemple, je pense à ce texte, Les Nageurs de la Nuit, que Chico a écrit en résidence à Paris il y a 4 ans, au Chantier d'Europe, au Théâtre de la Ville. En fait, c'est un texte qui parle de la crise. On est en 2014, mais enfin 2013. La crise espagnole, la crise extrêmement violente qui arrive à ce moment-là. C'est pas du tout un texte économique sur l'état économique du pays, mais c'est un texte sur la crise qu'il écrit depuis Paris, donc 4 ou 5 semaines, où il vient ici, puis il se promène la journée avec moi, et puis après il écrit, enfin il fait ce qu'il a à faire. Et en fait, c'est le dédoublement de Jean G, largement supputé, si je peux me permettre, que c'est Jean Genet, mais ceci n'est qu'une interprétation personnelle, qui se dédouble qui est dans cette fiction dramatique, et qui crée un ordre clandestin, parce que justement il vit dans un monde en crise, et dans ce monde clandestin souterrain s'organise un ensemble de cérémonies, de rituels qui sont très proches de l'œuvre de Jean Genet pour le coup, mais qui ne sont pas cités comme tels, et de façon métaphorique dévie la possibilité de vivre le monde tel qu'il est et la nécessité de reconstruire de façon souterraine un monde choral, collectif et différent, on va dire. Donc, effectivement, en termes de sujet, pour le coup, l'Espagne, zéro pointé, si ce n'est que c'est le point de départ et l'incarnation même de la crise qui, à ce moment-là, est vécue en Espagne de façon immédiate, brutale et presque inattendue. Mais comme tel, quand tu lis le texte, et si tu ne sais pas que c'est un espagnol, tu ne peux pas l'identifier à une écriture espagnole. En fait, ils sont très filous, ils sont très forts pour contourner et détourner. Si me permiten la intervención, no sé si os sigo, pero más o menos que yo veo una diferencia en gran parte, en los textos de los que estáis hablando, porque creo que, por ejemplo, un texto como Guerrilla, un texto como La posibilidad de creación escénica, que en parte obedece al sistema de producción o a las reglas de producción. En ese sentido, es una amalgama europea que en ese sentido no tiene por qué ser, digamos, español con las comillas, ¿no? Yo no sé muy bien qué... Espérate, chico, sí. que ¿lo traduces tú? Sí, estoy apuntando. Sigue. Si, mais comme je crois que tout le monde ne comprend pas l'espagnol, c'est pour ça. Y eso para mí no tiene, por ejemplo, nada que ver con un texto como el de María, que es ya un espacio literario, un espacio imaginario per se. Y ese texto de María, bueno, pues podría estar conectado con toda la tradición heterodoxa española, que va desde Quevedo hasta la mística más subversiva, ¿no? O sea, quiero decir que creo que hay textos que, al no ser escritos bajo el aparato de producción, son textos que apelan a un imaginario propio, que tienen un imaginario propio que el director ha de resolver, y otros que obedecen, que son las huellas resultantes de un proceso de producción determinado, ¿no? Sí, pero no dejan por eso de tener un espacio imaginario y de ser un espacio imaginario. Sí, pero a mí me parece más difícil distinguir entre un texto de una compañía belga y El Conde de Torrefiel a el imaginario propio de María Velasco, que está hablando de Burgos, que está hablando del norte de África y de su padre, con toda la filosofía francesa contemporánea, que el texto de La Tristura de cine no es un juicio de valor lo que, o sea, no quiero decir un juicio de valor, es una constatación de que la forma de trabajo de La Tristura podría ser la de una compañía holandesa o la de una compañía francesa, ¿no? Mientras que ahí hay una escritura que nace de un conflicto interior o de habitar, de buscar un espacio. Sí, pero tiene que ver con la dimensión autobiográfica, no con la manera de escribir, ¿no? No, yo creo que hasta cierto punto la forma del texto de María o del texto tiene que ver con una búsqueda propia, y que la forma o la no forma o ese material textual informe del texto de Torrefiel
es simplemente la constatación del texto que ha surgido en ese proceso de Sí. creación. De que está más sujeto a la ley del mercado porque está, claro. Permítame. Si, donc, je vais juste, traduire 2 secondes. sinon j'y vais en direct. Hein, la question, enfin la remarque qui est soulevée par Chico et à très juste titre, c'est vraiment qu'il y a des textes, notamment ceux qui sont nés sur le plateau, sont des textes qui sont nés dans des productions européennes, françaises, parisiennes, bruxelloises, etc. Et qu'effectivement, Tous pareils. tous pareils, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont distintos de los demás. Mais enfin, en tout cas, oui, il y a une famille. Il y a une famille, effectivement, parce que ce sont des textes qui sont des résultats de commandes, en fait, européennes, pas spécifiquement espagnoles. C'est pas des commandes mais, qui sont aiguillées sur le contenu. Ah bah non, et, Tu vois, les sujets, d'ailleurs, sont très espagnols. Mais effectivement, oui, distinguer des textes qui ont servi de matière pour une création qui obéit à des règles de production, effectivement par une production européenne, et qui sont la trace de ce processus, et effectivement des textes qui sont un espace imaginaire en soi, comme celui de María Velasco, qui effectivement, ce n'est plus là, c'est pas un matériau, c'est vraiment un texte construit. Oui. María Velasco, par exemple, écrit depuis effectivement elle-même et sa nécessité individuelle et personnelle qui n'a rien à voir avec une production ou un appareil de Mais production. bon, ça n'empêche qu'ils écrivent aussi avec une nécessité. C'est pas parce qu'ils disent pas Pablo, alors que Maria dit Maria, que ça obéit à une nécessité. Certes, il y a une production. Il y a pour créer ça. Mais c'est pas pour ça que ça n'obéit pas à une nécessité et qu'ils ne disent pas ce qui les inquiète sur le moment. Mais après, effectivement, dans la forme, ça crée 2 formes complètement différentes. Un texte trace ou matériau, c'est-à-dire c'est l'inverse, mais en fait, dans le résultat, c'est la même chose. C'est un matériau pour la scène et ça devient un texte trace. Et puis un texte qui est en fait dramatique. C'est la différence entre un texte matériau et un texte dramatique qui est clos sur lui-même, et je ne veux pas dire qu'il est pour autant fermé à la mise en scène, mais qui est un écosystème, quoi. Et bien sûr, mais ce n'est pas pour autant que c'est pas parce que c'est créé dans un contexte de production, dans une production bruxelloise, que c'est pas un travail. Ça répond pas à un besoin de l'auteur, tu vois. Et c'est pas parce qu'il parle pas à la première personne. Quiero decir que no porque sea una producción belga y un encargo, no es un encargo, pero es una producción. No por eso deja de responder a una necesidad de escritura de parte de su autor, que quiere escribir sobre esto. Sin duda. Y no porque no habla en primera persona. No, ¿sabes? pero si yo no estoy hablando de la primera persona, entiendo lo que dices sin duda. Sí, o sea, sí. Habrá una necesidad, no es un cuestionamiento del motor de la escritura, pero quiero decir, hay una serie de decisiones en otros textos que forman parte del mismo contenido, o sea, quiero decir que es un ecosistema, un mundo. Sí. En otros textos es simplemente una selección de fragmentos y no entro a valorar, digamos, el motor de esos fragmentos, pero que esos fragmentos para mí tienen valor en tanto en ese sistema, sí. Digamos, de creación. Y han sido seleccionados esos fragmentos por el escenario, por el imperativo del escenario, y es verdad. Ça, oui, par contre, effectivement, un texte qui a été organisé par rapport... Je prends pas la conversation le temps que je la traduis. Un texte qui a été organisé comme celui de María Velasco, qui est un écosystème, effectivement, qui a été construit par rapport à un texte comme celui de Guérilla, qui a été organisé vraiment par la scène, avec des contraintes de temps. Il est divisé en 3 parties, ce texte, et ces 3 parties ont des durées différentes parce que la scène, ce qui se donne à voir sur scène, devait avoir cette durée-là. Et donc effectivement, c'est un texte qui est complètement modelé par la scène et sa forme finale, même si, comme je vous disais tout à l'heure, le texte publié est plus long,
parce que la forme scénique a connu des coupes, mais effectivement, la forme finale, cette organisation en 3 parties qui correspondent aux 3 tableaux du spectacle, effectivement, c'est complètement écrit là par la scène. Et c'est pas... effectivement. Mais et ça produit un texte matériau. Oui, après ça, c'est pas singulièrement espagnol. Ce ne sont pas des problématiques singulièrement espagnoles. Ouais. C'est pareil dans toutes les dramaturgies d'aujourd'hui, c'est-à-dire que selon les environnements, que ce soit de la production ou une question biographique et personnelle, cela influe forcément sur l'écriture, et c'est presque une bonne nouvelle de voir que l'écriture ne peut pas être complètement... l'écriture peut pas être complètement en dehors de son environnement au moment où elle n'est pas absolue en fin de compte. ¿Entiendes? ¿No, chico? Te lo vuelvo. Quiero decir que es una buena noticia en el sentido que no es un fenómeno español. Lo que acabas de describir es un fenómeno general, sí, que el contexto viene a determinar, sino la necesidad, el mismo texto y su dramaturgia, al margen de sus temáticas, ¿no? Sí. En ce sens-là, c'est vrai qu'on essaie d'avoir un catalogue, c'est comme ça qu'on dit, on préfère parler de collection, je ne sais pas pourquoi, mais qui justement met en regard à un moment donné ces écritures-là, qui a priori ne naissent pas dans les mêmes contextes et pour les mêmes raisons. Mais j'insiste quand même avec des écritures dont ce que j'appelle la littérature est forte, c'est-à-dire que les auteurs qu'on traduit ont une plume qui est forte. Alors, pas à moi décliner ce qu'est une plume là aujourd'hui tout de suite maintenant, mais c'est-à-dire ce sont des textes, on les prend et il me semble qu'on a juste envie de les lire, indépendamment de quoi ils parlent, alors avec des différents niveaux de style, hein, mais il y a un fort rapport à la langue, à la littérature, et non pas au théâtre comme un espace de communication. Et ça, il me semble que l'Espagne plus que les pays hispanophones, a quelque chose un peu de singulier, entre guillemets, par rapport à ça, qui s'inscrit dans une histoire, une tradition aussi du théâtre depuis plusieurs siècles, et littéraire espagnol, dont je ne suis pas spécialiste du tout. du tout. Bueno, yo creo que además, porque sigue habiendo un teatro absolutamente costumbrista, digamos, de piezas más o menos con un punto, digamos, de esto de interface, ¿no? de realmente retar al público, creo, ¿no? Yo creo que eso sí es fácil, eso, nada. Ouais, c'est vrai que la collection... Pardon. Tu es en train de traduire? J'allais faire un truc un peu... Mais vas-y, toi, tu veux... Vas-y, moi, avec plaisir, là, si tu veux, ça fait grand plaisir. Non, donc José Manuel Mora, donc l'auteur des Nageurs de la Nuit, disait que, en plus, en Espagne, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui écrivent un théâtre naturaliste, beaucoup plus conventionnel, et que la maison a quand même choisi des textes plus sauvages, des textes qui défient le public. Il employait ce terme. Et qui n'apportent pas forcément, ce ne sont pas des textes, en tout cas que je sache, aucun n'apporte des réponses concrètes à ce qui est proposé là comme problématique au spectateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un théâtre didactique, certainement pas, quelle que soit sa forme, et qu'on est effectivement dans ce mouvement, mais ça c'est très contemporain, je crois, au 21e, c'est pas, où c'est quand même le spectateur ou le lecteur qui, non pas doit tout faire dans sa tête pour comprendre ce qu'on lui raconte, mais il n'y a pas d'élément de réponse à la crise qui est énoncée là, que ce soit des crises existentielles, économiques, peu importe, et qu'effectivement le lecteur a une part importante dans sa lecture. Enfin, la lecture a une fonction importante dans les textes qui sont sélectionnés ici. Donc, c'est de ce point de vue-là, je crois, une maison moderne, au sens étymologique du terme, pas en termes de modernité. Voilà. Est-ce que vous, qui êtes traducteur, vous avez l'occasion d'aller quand même au théâtre en Espagne, de voir comment le théâtre marche en Espagne? Oui, moi j'ai un peu passé ma vie au théâtre en Espagne. Alors là, j'y vais moins, puisque d'abord je suis plus souvent ici que là-bas, et que quand je vais là-bas, j'essaie de me sauver et de ne pas aller forcément tout le temps voir du théâtre.
Par rapport à l'Espagne, je suis dubitatif, parce qu'en fait, c'est surtout à Mexique. Quand je suis au Mexique, je vais beaucoup au théâtre, et je vois beaucoup de monde au théâtre. C'est-à-dire qu'au Mexique, enfin, il me semble qu'en Amérique du Sud et au Mexique, on a besoin du théâtre. Il me semble je vais dire une chose épouvantable, mais il me semble qu'en Europe, on a moins besoin du théâtre aujourd'hui. Ou on ne veut pas en avoir besoin, je ne sais pas comment il faudrait le dire. On ne veut pas en avoir besoin, alors qu'il me semble que le rapport poétique au théâtre et politique, poétique et politique est plus fort encore en Amérique du Sud. En Espagne, oui, je pense qu'il y a encore un public qui est quand même un public très hétéroclite. Hein. Il y a moins de théâtre, je crois, en Espagne en général, mais il y a quand même un théâtre fort encore. Dans l'espace social, c'est fort le théâtre encore en Espagne, ça rassemble du monde. Voilà, vous devancez. Moi, je débarque, hein, et je ne sais pas du tout comment le théâtre fonctionne en Espagne. D'abord, s'il est subventionné, Il l'est, moins, mais... s'en sort. Et je suis allée au Mexique, effectivement, et j'ai pu percevoir ce goût du théâtre mexicain. C'est souvent un peu rude. Ah ouais, oui. Le théâtre mexicain. Oui. Voilà. Toute cette collection-là que vous sortez, elle arrive quelquefois sur la scène, quand même. Vous savez, ça vient de sortir, comme on dit, hein, faut laisser un peu de temps. Oui. Ça fait que 2 ans que tout ceci est... Faut interpréter sur une scène. Écoutez, là déjà, dans 2 mois, il y a 2 de ces textes qui vont être coproduits à Reims, au CDN de Reims, avec le théâtre espagnol, justement. C'est un projet franco-espagnol. Et donc, 2 de ces textes vont être joués par des comédiens français, mais avec des metteurs en scène espagnols, qui viennent travailler avec eux, justement. Donc ça, c'est pour dans 2 mois, 1 mois et demi. Il y a 2 jours, il y a des extraits de 4 textes qui ont été mis en espace par le Jeune Théâtre National. J'ai mal posé ma question, moi. Dites-nous. Ça m'intéresse beaucoup de savoir que ces textes que vous publiez, et qui sont des traductions, sont quand même joués en France. Enfin, on arrive à en faire jouer certains. Ça, c'est vraiment très intéressant et c'est un enrichissement pour toute la population. Je voulais savoir si vous prenez des textes qui ont forcément du succès en Espagne et qui sont joués en Espagne. Non, pas du tout. Pas forcément. Bon, Pas c'est souvent forcément. le cas parce qu'il s'avère que quand même il y a des comment dire des choses qui se rejoignent, non, mais pas du tout. Alors pas du tout, C'est pas du tout un critère. Pas du tout, c'est pas du tout ce qui vous guide. Absolument pas. Justement, Absolument pas. là-dessus, je voulais savoir comment se passe la recherche de nouveaux auteurs à traduire. Pour vous qui traitez tout sur les auteurs en scène, est-ce que vous écumez les salles de spectacle en Espagne? Pour les textes qui sont déjà publiés là-bas, est-ce que vous écumez les librairies et vous voyez ce qui est déjà traduit en France? Comment ça se passe? Moi, ça se passe simplement que depuis 20 ans, je reçois des livres tous les jours par la poste et par mail. Donc, j'ai des manuscrits et des publications dans tous les sens, enfin partout. Donc, je lis surtout, je cherche moins. Je lis ce que je reçois, ce qui est déjà pratiquement, sans faire, je pense que je dois recevoir à peu près 80% de ce qu'on existe, je le reçois à Paris directement. Par les maisons d'édition, par les auteurs eux-mêmes. L'Espagne a mis des dispositifs de rencontres, plus que d'accompagnement importants, entre les auteurs et les traducteurs. Tous les ans, dans le cadre du Salon du Livre International du Livre Théâtral, qui a lieu au CDN de Madrid, qui est un salon vraiment fort et important, qui n'existe plus en France, justement, sur le livre théâtral. Il y a des rencontres très un peu à huis clos, qui sont organisées par la Fondation des auteurs, entre des auteurs et des traducteurs qui sont invités du monde entier. D'accord. Donc moi j'ai été là-dedans pendant 4-5 ans, là j'ai un peu arrêté, et donc pendant 3 jours, ce sont des interviews, des entrevistas, avec des auteurs et des traducteurs. Alors les auteurs essaient de vendre leurs textes comme à des traducteurs qui sont censés être tout puissants, les traduire, les publier, les faire jouer. Comme les réalités de chacun de ces pays est très différente, entre la France et la Chine, l'autre jour, c'était il y a 1 mois, il y avait des traducteurs de Chine, entre un Chinois et David Ferré, en termes de traduction et de marché, comme on dit, c'est très différent. Mais pour autant, ce sont des lieux de rencontre, et puis même si tu n'en fais pas partie officiellement, il y a du monde là, tu circules là pendant 3 jours, et les auteurs sont en Espagne il y a quand même une forte mobilisation des auteurs aussi eux-mêmes, et ça permet des rencontres importantes. Donc de ce fait-là, moi, sincèrement, je cherche rarement un texte, je reçois des textes. Moi, je n'en reçois pas beaucoup. Et je lui en Moi, refile pas mal. j'en reçois pas beaucoup parce que
parce que je suis plus jeune dans la Merci traduction, infiniment. voilà. Hein. Non, parce que c'est plus récent pour ce qui est de ma pratique. Je vais beaucoup, comme je traduis effectivement beaucoup d'auteurs en scène, je vais beaucoup dans des festivals, et c'est là que c'est souvent en voyant les spectacles que je découvre les auteurs. C'était pas le cas par contre de Snorkel d'Albert Boronat. Là, j'ai demandé à mon ancien prof d'écriture de Barcelone s'il connaissait des auteurs, et il m'a dit tiens, il faut que tu lises ça, et comme il a vu juste, parce que j'ai tout de suite aimé. Donc c'est en demandant à quelques personnes dont je sais qu'on a des goûts proches, et puis en voyageant beaucoup. Moi, je suis vraiment allée les chercher. Parce que y a des institutions, effectivement, mais les institutions filtrent, forcément, que ça soit dans le pays d'origine ou dans le pays ou en France, parce qu'il y a des institutions qui sont censées faire circuler les textes, mais qui filtrent aussi. Et donc, c'est difficile, à moins de trouver une institution à laquelle on adhère complètement dans les principes et les goûts. Finalement, on a plutôt intérêt à chercher et à demander par-ci, par-là. Mais, Après, je crois que c'est vraiment une question de biographie, pour le coup. Moi, j'ai vécu 12 ans à Madrid et j'ai fait mes études au Conservatoire de Madrid, au siècle passé, en effet. Par conséquent, je suis pas quelqu'un qui part là-bas chercher des textes. Alors, bien sûr, j'y pars, et pendant des années, il y a eu ce mouvement de ma part à aller chercher des textes, plus que des metteurs en scène, etc. Mais je suis à moitié partie de ce pays-là, d'un point de vue théâtral. Donc, voilà, c'est pas le Français qui décide qui va chercher des textes. Quoi. Tu vois, c'est pas un truc frontal comme ça. Donc, après, moi, oui. Et puis, voilà. Moi, j'ai vécu que 2 ans et à Barcelone, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas Madrid. Mais ouais. on y va. Merci Céline beaucoup pour votre accueil, pour ton accueil. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.